Donc on démarre avec Olivia Grégoire. Bonjour Olivia. Bonjour Stéphane Soumier. Ravi de vous recevoir. Alors, démarrons avec cette histoire de taxonomie et démarrons avec cette histoire donc environnement, finance et normes. Pourquoi j'ai reçu ici Antoine Cyr qui est en charge de tout ça pour BNP Paribas, les banques. Alors, alors BNP Paribas, SocGen, BBVA, ING, Standard Chartered. Enfin, on est vraiment sur des poids lourds européens qui ont publié ce qui s'appelle PACTA, c'est-à-dire leur propre taxonomie. Pourquoi est-ce que vous considérez que c'est aux responsables politiques de prendre en main ce sujet, justement, et là aussi, il faut bien cerner les choses, c'est-à-dire l'idée de définir des indicateurs identiques en termes de développement durable, d'environnement, de lutte contre le carbone, pour toutes les entreprises européennes. Pourquoi est-ce que ça doit être un sujet politique, Olivia ? Alors, je vais prendre une bonne minute pour vous répondre. Parce on a le temps, on a tout le temps en fait. J'ai pas la question, et c'est pas de la flagornerie, elle est posée d'un angle qui est assez innovant, et donc je vais prendre 2 minutes. Parce que cette question, en tant qu'ancienne entrepreneur, j'aurais pu me la poser écoutant Bismarck. Qu'est-ce que le politique vient encore fourrer son nez ? C'est un peu ça. Et non, je le dis avec moins de... Non. Mais moi, je pense que c'est une question qui se pose. Et donc, ça fait maintenant 3 ans et demi, 4 ans que je travaille sur ces sujets. En fait, on parle ici, vous l'avez dit, Stéphane Soumier, d'une norme. Qu'est-ce qui est en train de se préparer ? Aux États-Unis, c'est prêt. Et en Europe, à compter du mois de mars, l'ensemble des grandes puissances mondiales sont en train de bâtir une nouvelle comptabilité, pour le dire simplement. Une comptabilité qu'on appelle parfois la performance extra-financière. On peut prendre le même parallèle qu'avec un bilan financier. On a mis 2 millénaires à bâtir un bilan financier d'entreprise. Il va nous falloir 2-3 ans, et la taxonomie est une première étape, on va y revenir, pour bâtir un bilan complémentaire qui va publier, donner à voir ce que les entreprises font en matière environnementale, sociale et de gouvernance. On parle souvent de développement durable, on parle souvent de RSE ou de CSR en anglais. Retenez ce mot, ESG, la performance extra-financière, ce sont les indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et dans les années qui viennent, et c'est pour ça que vous avez raison de vous y intéresser, c'est pas pour rien que les grandes banques mondiales et françaises sont sur la balle, dans les années qui viennent, pour mettre en œuvre la transition écologique véritablement, pas dans les blablas et les discours, mais dans les practices des entreprises et donc dans les practices des investisseurs, des banquiers, des actionnaires, on va bâtir cette nouvelle comptabilité qui va venir aux côtés du financier pour donner une performance globale de l'entreprise. En un mot, aujourd'hui, quand on regarde un bilan, on se demande est-ce qu'une boîte est rentable, pas rentable. Aujourd'hui, et dans les années qui viennent, on va se demander, au-delà de la rentabilité, est-ce qu'elle est durable, pas durable. On assiste en vrai à une révolution, c'est-à-dire que de plus en plus, et les acteurs que vous avez cités sont des acteurs qui ont compris ça. Je pense notamment à BNP, mais d'autres acteurs comme Amundi, comme des gestionnaires aussi de fonds. Oui, ils sont tous dessus. Toutes les banques françaises sont dessus, vraiment. Là, pourquoi ? Parce que les planètes sont en train de s'aligner sur la planète finance. Vous avez aujourd'hui des consommateurs, des épargnants, des jeunes talents, salariés, qui ne veulent plus venir travailler, investir dans des entreprises qui ont des pratiques environnementales ou sociales qui sont irresponsables. Donc ils ont bien compris, si vous voulez, que cette norme, elle arrivait. C'est pas Olivia Grégoire qui l'a évidemment décidé. C'est en cours, c'est écrit dans la présentation d'Ursula von der Leyen sur les grands fondamentaux du Green Deal des années qui viennent en Europe. Donc c'est la tectonique des plaques financières qui est en train de bouger pour chercher des actifs plus durables, plus responsables. Les acteurs financiers sont sur la balle. Et que va faire la puissance publique ? La puissance publique, elle joue quand même dans la définition de la norme. Pour simplifier les choses, moi je dis souvent, c'est comme un jeu de société, l'économie mondiale. La norme, c'est la règle du jeu. Et la norme, elle est souvent écrite en écoutant les acteurs. C'est aussi ce que nous allons faire avec des groupes de travail dans les prochains mois pour venir nourrir ces indicateurs. Ça n'est pas nous, à Bercy, qui allons bâtir ces indicateurs. On va les imaginer aussi avec les personnes concernées, c'est-à-dire les entreprises. Et on va se préparer à une régulation qui arrive avec une norme européenne à compter de 2023-2024, c'est-à-dire demain, pour les entreprises. Et c'est pour ça que la puissance publique s'intéresse au sujet, parce qu'il y a un sujet de norme. Vous en faites une question de souveraineté. Tout à fait. Il a fallu que je plonge dans le sujet. Aux États-Unis. Alors, vous opposez, là on est sur Bismarck, on peut, oui. Ça. Et vous opposez l'IFRS, donc les normes comptables américaines qui se sont imposées au monde et, on va pas refaire l'histoire, qui ont sans doute une lourde responsabilité dans ce qui s'est passé 2008, 2009, 2010, voilà. Et donc vous dites, il ne faut pas que les Américains nous refassent le coup de l'IFRS.
Je le dis aussi clairement que vous. C'est vous qui le dites comme ça, je reprends c'est exactement ça. Quand on me demande mais pourquoi t'en fais un sujet de souveraineté, etc., je prends ce parallèle avec IFRS. Effectivement, au début des années 2000, l'Europe a décidé de déléguer la norme comptable aux Américains, c'est la norme IFRS. Et vous voyez, 2018-2019, nous pleurions tous à chaudes larmes, notamment sur vos plateaux, parce que vous y êtes toujours intéressés, quand Vigeo est passé sous pavillon américain. Tout ça, ça n'est en fait donc que la Vigeo, c'est agence de notation ISR, financière, l'une des premières d'ailleurs, peut-être même la première montée par Nicole Notta. Par une grande dame, tout à fait, Nicole Notta. Il y a, elle avait 10-15 ans. Elle avait une intuition très tôt. De dingue. Mais quel dommage. Je me souviens très bien, je ne comprenais rien à ce qu'elle racontait. Quel dommage que cette agence de rating, d'évaluation soit passée aujourd'hui sous pavillon américain. Je vais vous donner c'est là où il y a un sujet. Antoine Cyr vous dira, Olivia, non, il faut que ce soit une question universelle. Oui. On ne peut pas partir dans un combat politique sur ce sujet-là. Alors, si on part comme ça, c'est sûr qu'il vaut mieux directement prendre la norme américaine. Et je vais vous donner des exemples. Et je travaille souvent avec Antoine Cyr. Moi, je vais dire quelque chose d'un peu plus affiné. Je pense qu'il est indispensable que nous ayons une norme européenne sur l'extra-financier. Et je pense tout aussi indispensable que cette norme fonctionne bien avec la norme américaine et fonctionne de façon fluide et pas forcément en opposition. Mais je pense que l'administration Biden et l'arrivée de l'administration Biden fait aussi changer les choses de façon positive. On va reprendre une minute puisqu'on les a. Je ne vais pas m'en empêcher. En 2017, le président de la République, Emmanuel Macron, fait un G20 et il demande à l'ensemble des grands acteurs financiers mondiaux de s'engager autour de lui sur les accords de Paris pour aller vite, que les entreprises qu'ils ont dans leur portefeuille continuent à financer des activités non responsables au plan environnemental et des activités qui polluent notre planète. À l'époque, il y a une première coalition qui se forme, ça s'appelle TCFD, c'est la coalition mondiale de la finance pour accélérer la transition écologique et qui en gros engage les fonds mondiaux, aussi bien des États-Unis que d'Europe, que d'Asie, que des Émirats, pour avoir des pratiques partagées et sortir peu à peu de leur portefeuille d'action des entreprises entre guillemets irresponsables au plan de la transition écologique. On en parle assez peu, nous étions 6 en 2017 autour de la table, 6 pays autour du président de la République et 3 000 milliards de dollars d'investissement. J'ai animé la dernière au mois de décembre 2020 à l'Élysée aux côtés du président de la République. Nous sommes 31 pays membres aujourd'hui et nous alignons aujourd'hui plus de 30 000 milliards de dollars qui sont alignés, comme on dit, pour sortir les activités environnementales qui ne sont pas responsables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, c'est un peu technique, oui, c'est de la finance, oui, c'est aussi de la coalition internationale, donc c'est pas toujours la première chose dont on parle dans notre pays, mais aujourd'hui, au-delà de ce qui se passe en Europe, l'ensemble du monde, avec la France au cœur, si je puis dire, travaille sur le sujet de la sustainable finance. Aujourd'hui, la finance verte, au plan mondial, on y travaille avec l'accord pour le climat et les accords de Paris. Nous y travaillons aussi en Europe. Qui est la base finalement de toute la norme. Et tout ce que je veux vous dire, qui fonde la norme. Rejoint, puisque Jean-Laurent Bonnafé, le patron d'Antoine Cyr, le patron de BNP Paribas, est au cœur de cette coalition TCFD Climate Disclosure. L'idée, c'est que oui, mais justement, la norme européenne, oui, mais la norme universelle, quand on part du point de vue des Américains, ça veut dire américain. C'est pas faux. Bon, moi, je suis pragmatique, donc je suis universaliste. Je pense qu'il faut que ça fonctionne avec. Il ne s'agit pas de se faire la guerre entre deux normes. Là, je suis d'accord avec Antoine Cyr. Mais nous avons des spécificités. Et moi, je dis, ça suffit de baisser la tête sur des sujets. Vous en avez une en tête. Je sais que c'est complexe technique, mais vous en avez une en tête. J'en ai deux, trois. Alors, allez-y, ça m'intéresse. Bon, d'abord, il y a une histoire. Les Green Bonds sont nés en Europe. C'est l'Europe qui, aujourd'hui, détient le plus de fonds qu'on appelle en stock de fonds durables, ESG. 82% des fonds durables sont aujourd'hui en Europe. On est en train de m'expliquer, alors même que des collègues américains souvent nous regardent comme ça en disant « Vous avancez vite en matière de finances vertes en Europe et notamment en France. » Eux, ils mettent BlackRock et 2-3 de leurs copains à côté, ils les ont les 30 000 milliards pour le coup. Oui, mais il n'y a pas qu'une question de milliards pour le coup. Là, il y a aussi une question de pratique et d'expérience du sujet. On a pas mal d'expérience en Europe et en France. On a de l'avance, on a une légitimité. Et donc, on peut peut-être essayer de la faire valoir aux Américains pour aussi pousser nos points de vue. Je vous donne 2 exemples que j'ai découverts en me frottant à l'histoire de la norme. Je n'avais pas bien pris la mesure, en tant que politique, de à quel point la culture influence la norme. 2 exemples. Vous êtes une entreprise d'énergie importante. Dans les 3-4 ans qui viennent, vous allez devoir présenter un bilan de performance extra-financière, ESG, comme on vient de se le dire. On va vous poser 2 questions, Stéphane Soumier. Et ce que je vous dis est vrai, et ça se vérifie aux États-Unis. Première question sur le volet environnemental. Faites-vous de l'exploration de gaz de schiste ? Ah ben non, puisqu'en Europe, en l'occurrence en France, la loi l'interdit. Ok, la norme américaine posera la question du schiste, puisque c'est culturellement autorisé aux États-Unis. Problème, vous serez mal noté.
Sur le volet social... Mais comment ça, vous serez mal noté? Vous serez bien noté puisque vous en faites pas? Vous n'en faites pas, mais si c'est la norme américaine qui gagne, il serait logique que vous en fassiez. Vous n'en faites pas parce que le droit vous en empêche, vous serez mal noté. Et on continue. Diversité ethnique. Oui, alors mais là, c'est une autre question. On reviendra sur la... Alors, mais non, mais allons-y tout de suite. Le recensement aux États-Unis, vous êtes un citoyen, question nom, prénom, race. Il y a des quotas et des statistiques ethniques aujourd'hui dans l'extra-financier américain. Nous ne pourrons pas le faire en France. Ça n'a pas vocation à exister, les quotas de diversité ethnique et ce sujet de la diversité ethnique quantifiée. C'est un sujet, c'est pas grave. Si c'est la norme américaine qui passe, les boîtes françaises seront mal notées. Voilà des exemples très concrets qui démontrent ce qu'on n'imagine pas toujours, l'influence de la culture sur la norme. Alors, deux questions liées à ça. La première, tu parlais de l'énergie, le nucléaire. Jean-Bernard Lévy, là, c'était, je crois, vendredi dans les Échos. Il est assez inquiet, finalement, de ce qui est en train de se passer, parce que, globalement, il s'inquiète de ce que ces nouvelles normes ferment la porte au financement, finalement, du nucléaire. La phrase, je tiens à le dire, parce que, vous l'avez dit, tu l'as dit, on se tutoyait, tu l'as dit, Olivia, le patron de la Société Générale était à ta place pour dire la finance va se fermer à ceux qui ne seront pas dans la norme. Hein, c'est bien ça l'enjeu. Et lui, il est inquiet, Jean-Bernard Lévy. Qu'est-ce que tu peux dire pour le rassurer? Il y a le nucléaire ou il n'y a pas le nucléaire dans la nouvelle taxonomie européenne? Il y a le nucléaire dans la taxonomie européenne et je pense que la meilleure façon, mais je pense qu'il ne m'a pas attendu pour Jean-Bernard Lévy de ne pas trop s'inquiéter et d'échanger directement avec la commissaire en charge, Mairead McGuinness, avec qui j'en ai parlé pas plus tard que le 15 décembre dernier. Il a des relations compliquées avec la Commission européenne. Et les ministres sont là pour essayer peut-être de les améliorer. C'est un appel et je me permettrai peut-être de le contacter à la suite de cette émission. Je crois que c'est normal d'appréhender, mais il ne faut pas jouer à se faire peur. Et je comprends l'inquiétude de Jean-Bernard Lévy. Aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude à proprement parler sur la taxonomie. D'abord, vous dire une chose sur la taxonomie, l'enjeu, c'est de voir comment les activités économiques impactent notre bien commun et les fondamentaux. Donc vous avez l'eau, la biodiversité, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, l'économie circulaire et la pollution. Sur, en fait, cette taxonomie, elle s'applique à 7 macro-secteurs. L'idée, c'est de couvrir 93% de l'activité économique en Europe. C'est pas anodin. Donc dans un premier temps, les premiers indicateurs vont arriver et vont être mis en place. C'est en cours, mais ça n'est pas avant fin 2022-2023. Et le sujet du nucléaire est un sujet d'attention toute particulière, notamment de Clément Beaune, avec lequel j'échange sur le sujet. Pas d'inquiétude, je comprends que ça puisse interroger, mais je crois qu'il faut aussi atteler et en parler très simplement avec les commissaires européens qui ont bien pris la mesure de l'inquiétude française. L'autre sujet, c'est la confusion des agendas, finalement, qui vient bien avec ton histoire de statistiques ethniques. 3, 4 priorités, ça veut dire pas de priorité. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas à fond sur le carbone? Point à la ligne. Parce que, le reste, à la limite, les fonds d'investissement se débrouillent. Mais ESG. Oui, d'accord, mais justement, est-ce que c'est efficace d'avoir cette confusion des agendas? D'abord, franchement, il y a un truc qui me frappe. On est en France, on est quand même dans un des pays dont, et parfois il nous est arrivé par le passé de le critiquer, on peut l'avouer, dont la législation sociale, dont le code du travail, dont la protection sociale est la plus puissante, quasiment au monde. Bon. Je peux comprendre qu'on appréhende ces histoires d'indicateurs, mais c'est quand même bizarre que la France, qui est un des pays les plus protecteurs au plan social, appréhende les indicateurs sur le volet social. Quand on a la participation, l'intéressement, les taux de formation que nous avons dans notre pays, franchement, ça sert à rien de s'inquiéter outre mesure. C'est une question d'efficacité, moi. Mais le problème, d'ailleurs, j'ai pas vu que les entreprises s'inquiétaient particulièrement. Pour le coup, c'est ma pomme. Elles sont assez souvent inquiètes et interrogatives sur des indicateurs qui vont leur être peu ou prou imposés. Oui, mais je crois qu'elles en ont vraiment envie, elles en ont besoin. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il n'y a pas que les grands qui en ont envie. Moi, je mène des ateliers avec des petites et des ETI. Les ETI sont pas en reste. Mais pourquoi? Parce que ça fait aussi des années. Moi, je faisais de la RSE et du développement durable avant. Ça fait 25 ans, 30 ans pour certaines, qu'elles ont des pratiques hyper responsables. Et c'est là le nerf de la guerre. Donc ça vous permet de les valoriser. C'est quoi l'intérêt de petits patrons d'ETI dans les territoires qui ont des chaînes de production qui ont été refaites à 100% pour pouvoir être plus responsables, plus décarbonés et qui n'y voient aucun intérêt dans leur retour sur investissement? Rien. Non, mais donc c'est pour ça que c'est intéressant. Décarboné, oui. Mais le reste, ça... Oui, mais enfin, moi, j'ai cru comprendre, et j'admets que le business a mis du temps à le comprendre. Je ne crois pas aux eux tout seuls, je veux dire.
Mais Et oui, on l'a vu avec la taxe carbone. Moi, j'étais au premier rang quand Édouard Philippe était au Parlement et qu'on a vécu cet hiver 2018 difficile. Je ne crois pas, pour le dire très simplement, que la transition écologique puisse se faire sans considérer le volet social et le volet de la gouvernance. Le volet social, il va avec. Je ne crois pas à l'écologie qui irait à front renversé au plan social. Donc, je peux entendre, et d'ailleurs, il y a des députés comme Bénédicte Perrol qui travaillent... C'est toute la phase acceptabilité, finalement, des efforts qu'on va demander à chacun. C'est aussi la phase égalité sociale des actions. C'est-à-dire que décarboner, c'est bien. Le faire en respectant ses salariés, voire peut-être en engageant plus les salariés, comme certains de nos syndicalistes éclairés, comme Laurent Berger le propose, pour le coup, qui soit partie prenante aussi de ces décisions, pourquoi pas. Il y a d'ailleurs beaucoup de boîtes qui le font déjà. Et je crois qu'il ne faut pas séparer le volet environnemental, du volet social et de gouvernance. Sinon, on va faire quelque part une révolution uniquement environnementale qui aura fait fi de tous les aspects sociaux. Et je pense que d'ici 10-15 ans, ça deviendra un maxi-problème. Donc, je pense que c'est une approche équilibrée. On peut avoir des spécificités, des focus, je dirais, sur le volet environnemental pour aller peut-être plus vite et encourager plus sur le volet environnemental. Ça peut s'entendre. Mais je crois qu'il faut avoir une approche équilibrée. Juste pour conclure ce sujet, enfin, la vraie mesure qui mettrait tout le monde d'accord, c'est un bon vieux prix du carbone. Oui. À l'échelle européenne déjà. Oui. C'est hors d'atteinte, inimaginable. Je crois pas que ce soit hors d'atteinte et je crois pas que ce soit inimaginable. Et je crois que c'est dans les priorités des années qui viennent, mais des absolues priorités. D'accord. C'est indispensable. Mais dans les années qui viennent, c'est pas suffisamment avancé pour qu'on puisse avoir un calendrier en tête. J'en rêve que ce soit un peu plus avancé. Je crois pouvoir affirmer la volonté du président. Maintenant, il faut qu'on soit suivi. Et puis, il n'a échappé à personne que légiférer sur ces sujets en pleine pandémie, c'est aussi un sacré challenge. Ouais. Mais le président l'a dit, le souhaite. Et moi, je pense que l'Europe d'aujourd'hui est capable de le faire. Et là aussi, vous voyez, on a des boîtes françaises, je ne vais pas les citer parce que mais qui n'ont pas attendu la régulation pour le faire. Pourquoi il ne faut pas les citer? Parce qu'après, je peux les citer. On peut citer Kering, on peut citer d'autres boîtes, mais par exemple Kering a un bilan carbone et elle a pris son pari. Marie-Claire Daveu, qui dirige ce sujet chez Kering, ils ont mis un prix sur la tonne de carbone qui sera peut-être pas le bon prix au final, mais au moins ça permet de faire l'exercice. C'est redoutablement intéressant. Alors ça va nous amener à... je voulais finir avec ça, mais tant pis. Non, mais ça, celui qui l'a fait, c'est Danone aussi. Donc, Emmanuel Faber, ça vous intéresse? Donc, raison d'être. Alors, je veux dire, cette semaine, on va parler du Bitcoin aussi, les amis. Alors, il y a deux trucs, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait, c'est Bitcoin et raison d'être. Raison d'être, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait. J'adore. Non, mais c'est vrai, j'ai pas compris. Et donc, mais Emmanuel Faber, ça vous intéresse? C'est ce qui est en train de se passer, ces tensions autour, visiblement, de cette histoire de raison d'être avec des actionnaires? Je ne suis pas sûr que ce soit uniquement autour de la raison d'être, même si je comprends que la raison d'être peut avoir bon dos. Mais je crois que c'est surtout un sujet interne, un sujet de performance économique et un sujet de gouvernance. À cette heure, il ne vous a pas échappé que Bercy ne s'était pas exprimé, que le conseil d'administration s'est passé, je crois, la semaine dernière, et que les reproches qui devaient être faits à Emmanuel Faber par leurs actionnaires ont été faits. Mais je suis pas vraiment sûr, et pour aller plus loin, c'est pas tant la raison d'être, c'est qu'il est en plus société à mission. Oui, c'est ça, il va au bout du truc. C'est l'autre truc que vous devez pas comprendre si vous comprenez pas la raison d'être. Dans le bout du truc, mais j'y reviendrai. Mais le bout du truc, c'est le fonds de pérennité. Si, Olivia, en fait, société à mission, je comprends. Bon. Parce que là, les gars se mettent... Alors, il y a un comité de mission, suivi de mission, etc. C'est un truc de dingue. Voilà, et vraiment c'est un truc de dingue. Oblige. Il se trouve que j'en ai discuté avec le secrétaire général de Danone, qui est en charge de mettre ça en place, l'ancien secrétaire général de la SNCF. Bon, c'est quand même très très lourd en termes de gouvernance, une société à mission quand c'est au niveau du CAC 40. Alors que raison d'être, vous vous retrouvez avec une collection de phrases lénifiantes. Dont d'ailleurs la patronne de Sodexo a eu le courage d'une certaine manière de dire je comprends pas non plus à quoi ça sert. Pas tout seul. Alors, écoutez, comme j'ai présidé cette loi et que j'ai toujours pas la langue dans ma poche, je vais vous dire ce que j'en pense. La raison d'être, c'est le premier étage. La société à mission, le deuxième et le troisième étage, parce qu'il y en a un, c'est le fonds de pérennité économique. Vous savez, ces fonds où on peut sortir jusqu'à 35% de son actionnariat. C'est l'inverse d'un fonds d'investissement, pour le mettre à la disposition de causes dites d'intérêt général. C'est le modèle un peu de Pierre Fabre, qu'on louait il y a quelques années, qu'on loue toujours, mais qu'on n'avait pas rendu possible en France. Ça, c'est la troisième marche de ce que nous avons fait dans la loi Pacte. La raison d'être, c'est la première marche. Cette première marche, déjà, elle est évidemment moins engageante que la deuxième, et c'est le début du parcours. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ce qui est important, c'est que cette raison d'être, elle soit dans les statuts. Elle n'est pas plus obligeante quand elle est dans les statuts que quand elle n'y est pas. Mais je crois que c'est beaucoup plus important en termes de prise de position pour l'entreprise
que de l'écrire dans les statuts. Donc déjà, pour moi, une vraie raison d'être, c'est une raison d'être qui est inscrite dans les statuts. Ça sort déjà un certain nombre de personnes qui ne l'ont pas inscrite dans les statuts. Oui, mais... Vous avez lu ces raisons d'être, Olivier? Oui, mais je crois que ça dépend comment elles sont faites. Regardez. Vive les enfants, mort à la guerre. Oui, mais chez Orange, par exemple, il y a tout un travail qui est fait par Stéphane Richard, où c'est pas une boîte de com extérieure, même si j'adore la com, mais ce sont les salariés alors de d'abord, c'est l'intérieur. à toutes et à tous. J'avais trouvé ça un peu étrange, mais permettre à toutes... C'était quoi? C'est quelque chose, enfin bref, permettre à toutes et à tous de communiquer mieux et que ce soit mieux pour tout le monde. Ça a été un exercice interne, pour le coup, ce sont les salariés qui l'ont écrite, ça a été un exercice interne qui a fait l'objet quand même d'un gros travail d'interne. C'est, je dirais pas je dirais toujours ce que je pense, on me changera pas. La raison d'être, c'est une première marche. Je comprends que certains estiment qu'elle est inutile, insuffisante. Pour certains, elle correspond déjà à leur première marche et un début de chemin. Mais que ceux qui n'aiment pas la raison d'être passent directement à la société à mission, il n'y a aucun problème. Vous voyez? Et puis si la société à mission les déçoit encore, allons sur les fonds de pérennité économique. C'est encore plus intéressant. J'en parlais avec Marie Eklund. Mais à un moment, bien sûr. Marie Eklund, c'est quoi son fonds 2050? Invitez-la pour en parler avec elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un fonds de pérennité. C'est très intéressant de voir une capital risqueur, qui est quand même tout sauf une philanthrope, prendre la position des fonds de pérennité. C'est vachement intéressant. Il y a 5 ans, quand on les avait pas, on pleurait de pas les avoir. Alors, je connais pas les fonds de pérennité. Eh ben, ça me vaudra une prochaine invitation. Expliquez-moi. L'idée, c'est de donner la possibilité. C'est vraiment l'inverse d'un fonds d'investissement. Donc, ça donne la possibilité à la direction de l'entreprise de sortir une part jusqu'à 35% de son actionnariat, et notamment l'actionnariat 35% du capital, de le mettre dans une fondation et d'utiliser cet argent pour aller financer des actions d'intérêt général qui correspondent à sa raison d'être, à sa mission première, et de le sortir et de le pérenniser, peu importe les aléas conjoncturels, la bourse, etc. C'est un outil aussi qui est assez utile en période de PA hostile, puisque vous sortez par là même une partie non négligeable de votre capital. Ça, c'est un sujet. D'ailleurs, on s'est demandé à un moment si Emmanuel Faber ne montait pas tout cela aussi pour se faire une sorte de pilule empoisonnée, ça s'appelle comme ça. Je fais attention à ne pas donner trop mon avis en tant que sur les ministre, entreprises. parce Oui, je comprends. Non, sur les entreprises, oui. Sur les dirigeants, moins. Je fais attention au sujet de gouvernance. Là, on est sur un sujet de gouvernance. Et je voudrais aussi dire une chose, c'est que l'important, c'est que qu'on soit société à mission ou pas, l'important, c'est que la société soit aussi bien gérée. Le fait d'être une société à mission ou d'avoir une raison d'être ne vous empêche pas d'être performant et rentable. Ça n'affaiblit pas la rentabilité à un moment. L'ensemble Je crois absolument pas. Vous êtes catégorique et déterminé là-dessus. On fait, il faut faire autre chose que de la politique. Moi, j'y crois. Voilà, j'y crois et je pense que c'est très jeune. Vous voyez, d'abord, on m'avait dit ça ne marchera jamais. Alors, je veux surtout pas, à la limite, faudrait qu'on arrête d'enregistrer, parce que je veux surtout pas aller chercher une petite phrase ou n'importe quoi, ça m'intéresse. Si jamais il s'avérait que la première entreprise à mission du CAC 40, en l'occurrence Danone, coûte sa place à son dirigeant, voilà, on va dire ça comme ça, ce sera embêtant pour l'ensemble du dispositif. Ce sera un mauvais signal pour la présidente de Pacte que je suis, et ce sera un mauvais signal pour les sociétés à mission, oui. Ouais. Moi, j'assume. Donc, c'est pas une petite phrase, mais j'assume totalement ce que vous dites. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi décorréler. Société à mission, ça veut pas dire société de philanthropie. Société à mission, ça veut dire être aligné sur la mission qu'on a définie. Ça n'empêche en rien d'être performant. Ouais. Mais ça veut dire que les actionnaires qui sont en désaccord, tant pis pour eux. La mission, elle est définie. Ils savent exactement où ils mettent les pieds quand ils investissent. Ça, c'est bien résumé. C'est ça. C'est bien résumé. Un peu comme une commandite, d'une certaine manière. Voilà. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas après reprocher à la gouvernance d'être ce qu'elle est, à partir du moment où c'est affiché. On n'est pas dans une raison d'être qui n'est pas dans les statuts, on n'est pas dans un truc, entre guillemets, que d'aucuns pourraient traiter de fumeux. Oui, c'est vrai. On est sur un engagement solide, tangible, et qui oblige, vous l'avez dit, comité de parties prenantes, audit externe pour vérifier l'alignement avec la mission. Donc c'est vrai que c'est engageant. Et vous croyez que ça, c'est en fait l'image de l'entreprise du 21e siècle, c'est-à-dire ça correspond à une demande profonde de la société que d'évoluer dans ce sens-là, Olivier Grégoire? Je déjeunais, je dirais pas avec qui, mais avec quelqu'un qui me nourrit beaucoup en termes intellectuels. C'est vrai qu'on a alors moins chez vous, mais on a cette espèce de quête de l'urgence médiatique permanente, du temps très très court, du demain, c'est déjà dans un an. Ah oui, ça c'est clair. Alors moi j'essaye modestement de m'inscrire bien sûr dans l'urgence et dans l'aide à mon écosystème, mais j'essaye surtout aussi de regarder un peu plus loin que le bout de mon nez, de regarder demain sans regarder après-demain. Qu'est-ce qu'on voit? 7 jeunes sur 10, c'est pas un ou deux, 7 jeunes sur 10, Opinionway, sondage qui a quelques mois. 7 jeunes sur 10 font un arbitrage qu'il y a 20 ans, et je suis pas si vieille,
je n'entendais pas autour de moi. Je préfère me lever le matin pour du sens, pour avoir un job qui fait du sens, plutôt que d'aller gagner des sous. On peut penser que c'est une mode. Vous savez quoi? Je pense même que dans la période actuelle, c'est encore moins que le réel. Bon, ça veut dire quoi? Vous qui connaissez les entreprises et qui faites parler d'ailleurs avec talent depuis des années. Non, mais c'est vrai, je vous ai beaucoup écouté avant d'être ministre. À l'époque où vous gagnez votre vie, honnêtement. Non, surtout à l'époque où je me battais pour que des petits patrons passent sur votre antenne et fassent connaître leur savoir-faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une boîte, c'est quoi? C'est people, product, profit. C'est pas moi, ce sont souvent les Américains qui utilisent ce triptyque. C'est d'abord les gens. Le talent, c'est la valeur ajoutée de tes salariés. Si tes salariés, dans les années qui viennent, ne veulent plus certaines pratiques, tu devras t'aligner. Et c'est le sens de l'histoire. C'est pas moi qui l'ai décrété, c'est la jeunesse qui est là aujourd'hui. Ces engagements environnementaux, c'est même pas parce que le président a décidé que, c'est même pas parce que les parlementaires poussent à juste titre. Ils les ont en eux. Donc moi, j'essaye modestement de penser aussi à comment on prépare le terrain pour une jeunesse qui arrive, qui sont les salariés de demain et d'après-demain, et qui refuseront de bosser dans certaines boîtes qui avaient des pratiques qu'on acceptait il y a encore 10 ans. C'est une réalité. Et je pense qu'un chef d'entreprise, c'est aussi quelqu'un qui prépare. Souvent, il me parle de préparer la transmission, préparer les jobs de demain. Et on ne peut pas être comme ça sur cette réalité avec des jeunes qui cherchent du sens et qui ne se lèveront pas pour aller dans des activités irresponsables vis-à-vis de la transition écologique. Et en vrai, fondamentalement, dans tous ces enfers de crise qu'on traverse, c'est peut-être le plus joli signal, parce que moi j'aime bien regarder sous le sable les jolis signaux. C'est un joli signal de notre jeunesse, et je trouve que ce serait dommage en tant que responsable politique de ne pas l'intégrer dans les réflexions d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que pour certains, ça paraît très loin, ce que je dis, mais pour d'autres, et notamment les plus jeunes, et les entrepreneurs engagés notamment, ils ont une trentaine d'années, ils montent des boîtes qui sont rentables, ils font des levées de fonds, ils partagent la valeur, ils partagent la gouvernance dans l'entreprise et ils ont de très bons résultats. Et donc c'est quand même une sauce qui est en train de prendre et des éléments qu'on ne mélangeait pas, qu'aujourd'hui on mélange et qui font de bonnes recettes. Et c'est vrai que voilà, il faut que chacun d'entre nous aille regarder ça. Pour aller au bout de votre réflexion, ce serait non, mais même enfin il faut s'y en termes de oui, enfin pardon, ça va peut-être te choquer là, mais en termes de gestion de risque, je vais le dire comme ça, si vous regardez effectivement votre environnement concurrentiel, si vous faites les fameux 360, si vous faites tout ce que doit faire un chef d'entreprise, forcément ça vient à un moment dans votre scope et il faut regarder ce que c'est, quoi. Et vous venez de dire le mot risque, rendement, le cœur de la finance, c'est quand même ça, risque, rendement. C'est pareil, les grands enjeux dont on vient de parler, la transition écologique, les inégalités sociales, c'est aujourd'hui les risques, mais les risques majeurs auxquels, et on le voit bien avec la pandémie, auxquels les entreprises vont devoir se confronter dans les prochaines années. Tout l'enjeu des capitaux risqueurs dont je suis en train de parler. L'entreprise à mission, ça ne te protège pas de ça. Non, mais ça t'aligne sur des engagements que tu t'engages à tenir. Le cas échéant. Et ça crée une cohésion. Et ça crée une cohésion, et le cas échéant, tu ne prends pas ce genre d'engagement. Mais si tu les prends, tu les tiens. Dernier point justement, alors pour le coup un peu en marge, mais on a le droit de faire un peu de politique parce que c'est un truc que je ne comprends pas, Olivia, c'est l'histoire du RSA jeune. Je comprends pas. Franchement, ça m'échappe totalement. Je comprends pas. Donc, d'ailleurs, il y en a plein la presse ce matin. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, il y a peut-être un chiffre qui est sorti. On a cette épargne accumulée là, etc. Et tout. Bon, et on a face à ça, objectivement, tiens, un chiffre. Je crois que c'est France Stratégie. La crise a frappé les 20-25 ans 2 fois plus pratiquement que les autres catégories de la population. Et face à ça, le gouvernement a l'air braqué, a refusé tout ce qui pourrait ressembler à un RSA jeune, même temporaire, même, j'en sais rien, 2-3 ans, le temps que le système retombe sur ses pattes. Et je ne comprends pas. Alors moi, ce qui m'étonne, mais je me permets, c'est que venant d'un pragmatique, on va dire comme vous, ça m'étonne que vous pensiez déjà qu'on puisse mettre en place un dispositif comme le RSA jeune et le retirer comme on retire une échelle. Ça fait partie des dispositifs, et pardon, je suis aussi à Bercy, vas-y. Mais dont on sait, quand on a un peu d'expérience de finances publiques, que quand vous les avez mis en place, les retirer, c'est impossible. Je vais aller un peu plus loin. J'assume ce que je vais dire et je sais que ça peut choquer, mais je vais assumer. Si la seule ambition qu'ont notamment nos oppositions, c'est d'expliquer que il faut le RSA jeune jusqu'à 25 ans, le RSA normal, mais qu'il faudrait augmenter après 25 ans. Non, tu fais de la politique. C'est une question politique. La réponse. Une réponse, c'est un truc qui est important, c'est que sincèrement, et je leur parle souvent, je suis pas sûre. Les aider, oui, je vais y revenir. Mais mettre en place un truc pérenne
qui ne répond pas en fait à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire du sens et un job. Non, là c'est pas du sens. 30% de ceux qui avaient un petit boulot pour financer leurs études. Parce qu'on parle toujours des décrocheurs. À la limite, je dirais presque que c'est pas mon sujet. Il y a énormément de choses pour les décrocheurs. Jeune, elle s'adresse pas qu'aux décrocheurs. Mais 30% de ceux qui finançaient leurs études avec un petit boulot l'ont perdu. Et on comprend tout à fait. Pourquoi notamment tous les systèmes de livraison. C'est sûr qu'il y a tellement de gars maintenant qui font ça à temps plein que l'étudiant, il se retrouve un petit peu en marge sur ces sujets-là. Des jeunes, l'été, bien sûr. Voilà, il est là le sujet. Mais point à la ligne, c'est pas une question d'horizon, de ceci, de cela. C'est juste, les gars, vous construisez l'avenir du pays, on va vous donner un coup de main pendant 3 ans. Mais c'est pour ça, les gars, qu'on met 8 milliards dans le plan de relance et qu'on aligne jusqu'à 8 000 € d'aide pour l'embauche d'un jeune. C'est pour ça qu'on a 1,2 million de gamins qui ont été embauchés l'année dernière. Mais pas ceux qui font leurs études en ce moment. Mais en réalité, ceux qui font leurs études, on a dit un jeune, une solution. Moi, ce qui m'étonne, c'est que on propose la même solution pour tous les jeunes, ce RSA jeune. Moi, je crois qu'il y a vraiment dans le plan d'Elisabeth Borne, un jeune, une solution. C'est pour ça aussi que c'est complexe. Je vous cache pas quand il s'agit de l'expliquer. Super compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque jeune, à chaque situation, tu as une solution. Pour les jeunes, il y a par exemple, on a doublé les garanties jeunes. La garantie jeune, c'est 497 € par mois. C'est quasiment équivalent au RSA jeune, si vous voulez. Donc, le RSA jeune, pour partie, si vous avez déjà bossé et que vous êtes parent, vous y avez accès. Donc, c'est extrêmement fin, c'est extrêmement segmenté en fonction des situations, mais on ne peut pas dire que le gouvernement n'aide pas. Entre les mesures qui sont dans le plan de relance et les mesures qu'on a alignées de façon totalement normale, les 150 € d'aide au mois de mai, réaligner les 200 € d'aide au mois de septembre, ce qui est normal, les repas du Crous, le midi, le soir. Repas on a 1 € aligné l'ensemble de ces dispositifs pour faire en sorte que chaque jeune, en fonction de sa situation, trouve une réponse. Donc j'entends que ce serait peut-être plus facile, ça je peux l'entendre, de dire RSA jeune pour tout le monde, ça je l'entends, mais je ne crois pas, qu'on ne fasse rien, je crois qu'à chaque situation on essaye d'apporter des solutions et je maintiens que je pense que la meilleure solution pour les jeunes, c'est notamment ce qu'on fait avec le plan jeune, les aides qu'on aligne. Enfin, mais le vrai truc, c'est que vous avez peur de ne pas pouvoir retirer le... Parce que dans ces situations-là, moi j'aime bien cette phrase, il faut assumer l'effet d'aubaine quand même de temps en temps. Pour protéger tout le monde, il faut assumer l'effet d'aubaine. Mais vous avez peur de ne pas pouvoir retirer le truc. Il y a effectivement un effet d'aubaine majeur et ceux qui disent non ne vous disent pas la vérité. Mais je suis d'accord avec ça, mais il faut l'assumer. Le point 2, c'est que je crois, pour l'avoir entendu de la bouche même du président et du Premier ministre, je crois qu'il y a un sujet sur... le fait que aller les chercher pour les accompagner plus vers l'activité, vers les petits boulots, vers l'engagement, le service civique, etc. Oui. Partir, comme le dit parfois le président, sur quelque chose qui relèverait de la facilité, qui consisterait à arroser tout le monde de façon indifférenciée, je ne crois pas que ce soit l'esprit de ce gouvernement. Voilà. Et donc, en fait, en creux, l'idée, c'est, jeunes gens, bougez-vous un peu, parce que si ça se trouve, en fait, il y a des dispositifs qui pourraient vous aider. Mais moi, je l'entends, ça, c'est toujours... Mais si, il y a une immense complexité dans ces dispositifs. J'ai reçu récemment un entrepreneur qui fait une appli. Lui pense que à peu près la moitié des dispositifs sociaux, enfin, la moitié de ceux qui auraient droit à un dispositif social ne le touchent pas. Mais il a raison, on dit 30% sur les aides sociales des plus fragiles d'entre nous. Mais même les pas plus fragiles, à la limite, c'est y aller et essayer de voir s'il n'y a pas un dispositif qui pourrait vous aider. Que je regarde moi dans l'économie sociale et solidaire, on a aussi des applications web très pratiques qui permettent, en tapant ta situation, de savoir tout ce à quoi tu as droit, parce qu'effectivement, on appelle ça le non-recours. C'est un vrai fléau, à la fois dans l'économie sociale et solidaire. Moi, j'ai moins de 1% du fonds de solidarité qui a été pris par les associations. Moins de 1% du fonds de solidarité qui a été pris par les associations. On a décaissé 14 milliards d'euros, t'as moins de 200 millions d'euros. Elle représente quoi, 14-15% du PIB, je crois, à peu près, l'économie sociale et solidaire? Elle représente surtout 1,8 million de salariés. Je veux dire, c'est un Français sur 10 est salarié dans une association. Mais donc, oui, mais donc chômage partiel, ils ont pris. Elles ont grillé leurs fonds propres. Mais pourquoi elles ne vont pas chercher le fonds de solidarité? Parce qu'on a pensé dans un premier temps que ça allait passer vite, et donc on a cramé ses fonds propres, et on a demandé un PGE, on a cramé son PGE, on s'est dit on peut s'en sortir sans le fonds de solidarité, ou alors on s'est dit de toute façon c'est pas pour moi, ce sera pas pour les assos. Autocensure, qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes et chez les femmes. Je veux même pas la tenter, de toute façon c'est pas pour moi. Et en ça, c'est un vrai problème. Et sur l'appli, moi, ça m'intéresse de savoir l'entrepreneur qui parle de ça. C'est un vrai sujet. On a un énorme sujet chez les jeunes les plus fragiles d'entre nous, sans parler de l'autocensure qu'on a aussi parfois chez les mères de famille, par exemple, qui sont en galère et qui psychologiquement, n'ont même pas envie d'aller demander de l'aide, parce que c'est difficile aussi d'aller demander de l'aide. Merci. Qu'on se sorte vite de cette galère, c'est la meilleure des réponses. Et que la croissance soit au rendez-vous.
Oui, mais vraiment, je pense qu'il y a un problème quand le fameux quoi qu'il en coûte s'arrête à 25 ans. Voilà. Moi, je ne pense pas que le quoi qu'il en coûte se soit arrêté entre 18 et 25 ans. La preuve en est. C'est pas une bataille que 2 milliards, mais le quoi qu'il en coûte, il est là dans le plan de relance. Après, le quoi qu'il en coûte, c'est, si vous m'autorisez le jeu de mots, et je m'en excuse par avance, mais c'est pas non plus n'importe quoi. Olivia Grégoire était avec nous sur Bismart, les amis.